I never knew. Thought this place was heaven. J'arrive plus à me souvenir. Il me manque quelque chose. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose de très important. Maman? No, I couldn't help but fall in love again. I saw it glitter as I grew and loved it. Why I never knew. I thought this place. Au vu de ses débuts explosifs, Dandadan est toujours perçu comme un manga drôle et absurde. Mais derrière cette façade, Yukinobu Tetsu, l'auteur du manga, souhaite aborder des thèmes bien plus profonds, comme celui qui semble hanter son manga, le deuil. Le deuil est présent dans chacun des arcs narratifs de Dandadan, mais un arc en particulier a autant marqué les lecteurs de la première heure que le monde entier des années plus tard. Et cela à travers un flashback, celui de la Croix-Soyeuse. Une histoire qui commença par la découverte d'une boule dorée a fini par faire pleurer des millions de personnes. Aujourd'hui, nous allons tenter d'analyser ensemble comment Yukinobu Tetsu traite le deuil dans l'arc de la Croix-Soyeuse. Et surtout, comment le deuil est traité à travers une mère et une fille. Après avoir discuté avant les cours, Momo et Okarun cherchent à se retrouver pendant la pause du déjeuner. Mais, n'arrivant pas à se retrouver, chacun pense alors que l'autre l'évite volontairement. C'est alors qu'ils finissent par se heurter accidentellement. Ils s'expliquent et se rassurent en comprenant qu'ils se cherchaient mutuellement. Sauf que leurs amis les surprend au moment où leurs lèvres se heurtent, ce qui provoque un malentendu. Gênés, Momo et Okarun se disputent, s'insultent et se séparent fâchés. Bon, vas-y, lâche-moi! J'ai plus envie de te parler! M'adresse même plus la parole! Ah ouais? Et ben pareil, essaie même pas de me parler. Plus tard, Okarun réalise avec effroi qu'il a perdu ses testibules. En classe, Momo est moqué à cause de l'accident précédent et la situation empire lorsqu'Okarun vient lui parler de son problème. Irrité, Momo lui demande de le laisser tranquille, ce qui pousse Okarun à croire qu'elle a honte d'être son amie. Après les cours, Momo regrette son comportement et elle surprend une fille se moquant d'Okarun après avoir joué avec ses sentiments. Furieuse, Momo utilise ses pouvoirs pour se venger. À l'heure qu'il est, il doit être refait, le geek. Puis, se réconcilie avec Okarun et l'accompagne chez elle. Une fois chez Momo, Seiko examine Okarun et découvre qu'une entité est toujours présente en lui. À l'aide d'un rituel, elle parvient à l'extraire sous la forme d'un mannequin Neko, qui s'avère être Meme Turbo. Celle-ci révèle s'être cachée dans le corps d'Okarun pour se venger et propose de lui rendre sa boule en échange de la mort de Momo et Seiko. Face à cette menace, Okarun libère involontairement le pouvoir de Meme Turbo, prouvant qu'elle est désormais impuissante. Momo conclut alors un accord avec elle. Alors, qu'est-ce que tu dis de régler ça à l'amiable? Toi, tu commences par lui rendre ses boules, et nous, on te rend tes pouvoirs. D'accord? Ah, t'es vraiment une emmerdeuse. C'est d'accord. Meme Turbo accepte, mais avoue les avoir perdus lors de sa défaite. Momo et Okarun partent alors à leur recherche, tandis que Meme Turbo suppose qu'un esprit ou un yokai les a pris, attirés par la puissante énergie spirituelle qui entoure les boules dorées. Le lendemain à l'école, Okarun apprend qu'une rumeur dégradante circule sur Momo, ce qui le met en colère et provoque une perte de contrôle des pouvoirs de Meme Turbo. Cette dernière se manifeste ensuite à l'école, obligeant Okarun à fuir pour ne pas attirer l'attention. De son côté, Aira, persuadée que Momo est un démon, est à l'origine de la rumeur et révèle qu'elle est en possession d'une des boules d'Okarun, qu'elle considère comme un artefact sacré. Je suis l'élu. Au fond, c'est pas surprenant. Je suis si belle, ça ne pouvait être que moi. J'ai d'ailleurs reçu pour preuve un signe tout droit tombé du ciel. Une boule en or! De toute évidence, j'ai été investie d'une mission, sauver le monde des forces démoniaques. Attiré à l'écart par Aira, Momo est piégé dans un entrepôt et attaqué par ses amis, avant de découvrir qu'Aira détient une des boules dorées. Okarun arrive à son tour, mais une femme mystérieuse apparaît et se révèle être un yokai nommé la Croix-Soyeuse. Puis c'est la personne qu'elle a pris pour cible. Enfin, je te tiens, Aira. J'ai tant attendu que ce moment arrive. Mais ça y est, après tout ce temps, tu peux enfin me voir.
Elle attaque chacun à son tour Okarun, Momo et Aira, les avalant après leur avoir imposé de les appeler maman. Grâce à l'intervention de Meme Turbo et à l'utilisation du briquet d'Aira, la crossoyeuse est forcée de recracher les 3 adolescents alors que ses cheveux prennent feu. Momo et Okarun contre-attaquent. Ils coincent le yokai avec ses cheveux brûlés pour qu'Okarun lance l'assaut final. Après la défaite de la crossoyeuse, Momo et Okarun récupèrent la boule dorée d'Aira et apprennent avec effroi qu'elle est morte après avoir été avalée par le yokai. La crossoyeuse propose alors de lui céder son aura afin de la ramener à la vie. Momo accepte d'effectuer le transfert, découvrant alors le passé tragique du yokai et son lien avec Aira. On découvre à travers Momo que la crosseuse était autrefois une mère qui enchaînait les petits boulots et qui se prostituait pour subvenir aux besoins de sa fille. Cependant, sa petite fille se verra arrachée de ses bras par des mafieux. La mère, ayant perdu sa fille, se suicide du haut d'un immeuble. Après cela, son esprit rongé par la mort de sa fille sera coincé sur Terre, en devenant un yokai, persuadé qu'Aira est sa fille, car cette dernière a été la seule à la voir. L'opération réussit et Aira se réveille, tandis que la crosseilleuse, privée de son aura, commence à disparaître. Avant de s'effacer définitivement, elle présente ses excuses et exprime ses regrets. Et Aira, émue, l'enlace et lui avoue l'aimer comme une mère, lui permettant de rejoindre un monde plus doux. Dans Dandadan, les yokai ne sont jamais que de simples monstres. Ils représentent souvent ce qu'on n'a pas réussi à affronter, les regrets, les blessures du passé qui remontent à la surface. Chaque combat est un moyen d'exprimer un problème émotionnel et ce yokai en est l'exemple le plus fort. Contrairement à Meme Turbo, la crossoyeuse n'est pas basée sur un yokai préexistant, mais sur 2 légendes différentes. D'abord, nous avons Jorogumo. Son nom signifie littéralement marié en liaison ou araignée prostituée. Ce yokai est décrit comme étant moitié femme, moitié araignée. Elle est d'une grande beauté, ce qui lui permet d'attirer ses proies. Elle utilise ses fils pour envelopper ou piéger les humains avant de les dévorer. Ensuite, nous avons Ubume. Son nom signifie littéralement la femme ayant porté un enfant. Ce yokai tiendrait son origine d'une femme morte en couche. Elle demanderait aux passants dans la rue de tenir son enfant pendant un moment et disparaîtrait lorsque sa victime prend le bébé emmailloté. Le bébé devient alors de plus en plus lourd jusqu'à ce qu'il soit impossible à porter. Il se révèle alors ne pas être du tout un enfant humain, mais un rocher. C'est là un yokai d'une femme morte lié à son enfant, associé au deuil, au regret et à la culpabilité maternelle. Elle cherche soit à protéger son enfant, soit à le retrouver. Maintenant qu'on sait d'où Tatsu tire l'inspiration de ce yokai et qu'on connaît mieux son histoire, on comprend mieux ce que l'accrosoyeuse représente. L'accrosoyeuse est comme chaque yokai, une métaphore. Ses cheveux, semblables aux toiles de Jorogumo pour enfermer ses victimes, symbolisent l'enfermement, la paralysie, l'incapacité d'aller de l'avant. Elle n'arrive pas à aller de l'avant depuis la perte de sa fille. Sa robe rose est un rappel direct à celle que portait sa fille le jour de son enlèvement. Cette robe symbolise le deuil de sa fille qu'elle porte littéralement sur elle. Cette robe collée à elle symbolise son traumatisme qui refuse de disparaître. L'accrosoyeuse, en plus d'être un symbolisme du deuil, est un symbolisme d'immobilité émotionnelle. Dans Dandadan, le deuil n'est jamais montré comme une douleur violente. C'est un blocage, un état de suspension. Et l'accrosoyeuse matérialise exactement ça. Et on peut finir par parler de son apparence qui n'a rien de tragique. Elle est étrange, dérangeante, presque décalée. Et c'est pas un hasard du tout. Le deuil, dans cet arc, n'est pas représenté comme un grand moment dramatique. C'est un état qui rend nos personnages étranges, confus et difficiles à comprendre. Et cette étrangeté est parfaitement représentée avec le personnage d'Aira. Je suis désolé. Non, c'est moi, pardon. Ça va? Tu n'as rien?
Oui, et toi? J'ai ma gourde dans mon sac, mine de rien, elle est lourde. J'espère que je t'ai pas fait mal. Non, pas de soucis, t'inquiète. Je suis un mec solide. Je suis sincèrement désolée. Non, c'est entièrement ma faute. Vraiment, t'as pas à t'en faire pour ça. Waouh, t'es vraiment trop gentil. À sa première apparition, Aira apparaît comme la fille modèle, jolie, douce et attentionnée. Aira est la fille populaire que tout le monde apprécie, dont tout le monde tombe amoureux et que tout le monde défend corps et âme. Parce que c'est Aira, elle est adorée. Mais ça, c'est ce qu'elle s'efforce d'être. En vérité, Aira est très centrée sur elle-même. Elle est égoïste, arrogante et indifférente vis-à-vis des autres qu'elle pense inférieurs à elle. C'est dingue à quel point je suis belle. Chaque fois que je marche dans un couloir, toutes les têtes se tournent vers moi. Mais je suis pas seulement jolie. Je fais aussi coucou à ces pauvres blaireaux avec un petit sourire timide. Penser qu'une fille aussi mignonne que moi les apprécie leur donne une raison de s'accrocher à la vie. Et faut le dire aussi, Aira pense littéralement être le personnage le plus intelligent de l'œuvre. Mais elle est complètement conne, il faut être honnête avec ça. Car ces points ont un impact sur comment elle voit les choses. Aira s'efforce d'être ce personnage de fille modèle jusqu'à devenir une caricature d'elle-même, en pensant littéralement être le centre du monde. Parce qu'au moment où Aira rentrera en contact avec le paranormal, elle pensera être l'élu, avoir été choisie. La boule dorée, perdue par Mémé Turbo lors de son affrontement contre Momo, ne devient qu'une raison de plus pour Aira de s'enfoncer dans son délire. Elle est plus juste, la fille parfaite? Non, elle est une élue des dieux. Surtout que personne n'est là pour la contredire. Tout le monde entre dans son délire pour ne pas contrarier Aira, même si ses délires les dérangent. L'ironie de Dandadan fait que l'objet de convoitise d'Aira n'est qu'en fait qu'une couille, rendant encore plus dérangeant son obsession d'avoir été choisie. Et après être maintenant à fond dans son délire, Aira sera pour la première fois remise à sa place par Momo. Et quand pour la première fois quelqu'un la contredit, et surtout qu'elle peut maintenant voir les pouvoirs de Momo, si elle pense être l'élu, Momo n'est autre qu'un démon. Et tu rajoutes à ça le fait qu'Aira a constamment besoin de mentir pour avoir ce contrôle sur l'histoire qu'elle vit, il n'y a plus rien qui la retient. Aira va devenir alors extrêmement toxique, et cela va de répandre des rumeurs dégradantes sur Momo sur les réseaux, à littéralement la séquestrer dans un hangar abandonné, à mettre en danger de mort tout le monde, jusqu'à elle-même en perdre la vie. Mais pourquoi aller aussi loin? Pourquoi est-ce qu'Aira se force plus que tout à être la fille parfaite? Pourquoi se forcer à le faire au point d'en perdre la tête? Dis, papa, maman, elle est partie où? Aira, tu m'as déjà demandé 100 fois. Je te l'ai dit, elle est partie très loin. Et elle revient quand? Pas avant longtemps. Très très longtemps. C'est pour ça que tu dois être forte, ma grande. Il faut que tu sois tout le temps sage comme une image, d'accord? Pour que maman soit très fière de toi quand elle rentrera. D'accord. Je vais être sage et tout le monde sera fier de moi. Voilà ce qui forgera pour toujours l'attitude d'Aira. Elle n'a jamais vraiment fait le deuil de sa mère, c'est presque comme si elle attendait toujours son retour. C'est pour ça qu'Aira se force à être la fille parfaite. Au fond, Aira est rongée par le vide causé par la perte de sa mère. Ce personnage qu'elle se crée est la dernière chose qui la lie à sa maman. D'ailleurs, tout ce que je viens de dire, Aira ne s'en rend sûrement absolument pas compte. Et c'est ce que prouvent également d'autres dialogues dans les arcs à venir. Et ce personnage a mené Aira à une telle popularité qu'il l'a fait complètement dérailler. Tant quand cette fille en deuil rencontre une mère elle aussi endeuillée, elle changera complètement. Connectée à l'âme du yokai par le biais de Momo, comme nous, Aira a vu le passé de cette mère qui a perdu sa seule raison de vivre. Alors Aira, qu'on a vu jouer avec ce personnage pour notamment plaire aux garçons, elle savait quoi leur dire pour leur faire plaisir et leur faire tomber amoureux d'elle. Et pour la première fois, Aira ne jouera pas un rôle. Ces mots qu'elle adresse à ce yokai sont en vérité pour sa propre mère. J'aurais tellement voulu t'acheter plus de beaux habits. J'aurais tellement voulu jouer davantage avec toi. J'aurais voulu plus, mieux. Si tu n'étais pas née, ma fille, tu aurais pu être heureuse. Je n'ai fait que te causer du malheur.
Je suis tellement désolée. Maman, je t'aime. Tu sais, avec toi, j'étais la petite fille la plus heureuse de l'univers. Pitié, faites que plus personne ne leur fasse de mal. Faites qu'elle soit heureuse, qu'elle se trouve un monde plus doux. Je ne t'oublierai jamais. Promis. Beaucoup ont trouvé mauvais le personnage d'Aira. Pourtant, ce qui la rend aussi bien écrite, c'est justement le fait que vous la détestiez. Forcément, tout ça ne pardonne pas ce qu'a pu faire Aira, mais on s'en rend bien plus compte désormais de la complexité de cette fille populaire. Surtout qu'au fil des arcs, Aira prendra bien plus en maturité. Le flashback de la Crossoyeuse marque un tournant dans Dandadan. C'est la première fois que Tatsu va aussi loin dans la tristesse, sans humour et sans détour. Là où dans l'arc précédent, les tragédies liées à Mémé Turbo étaient évoquées par un personnage externe et surtout rapidement évoquées, cette fois-ci, on vit le traumatisme de cette mère. Tatsu a voulu nous faire ressentir directement la perte qu'a vécue ce yokai. L'auteur nous montre que les yokai ne sont pas simplement des monstres, mais des fragments de vie brisés, des êtres coincés dans leur passé. Mais surtout, humains et yokai partagent les mêmes souffrances. Et ce flashback a changé notre vision sur ces personnages en vérité torturés. Aira en particulier n'est plus simplement une fille agaçante ou toxique, elle devient le miroir d'un deuil différent, moins visible, mais toujours aussi profond. La rencontre entre une fille qui n'a jamais fait le deuil de sa mère et une mère incapable de faire le deuil de sa fille nous a émus comme jamais on n'aurait pu penser Dandadan capable. Et pour terminer, la Crossoyeuse n'est pas vaincue parce qu'elle était plus faible, mais parce que son chagrin a été enfin guéri. Avec la Crossoyeuse, Tatsu nous montre que le deuil n'est pas quelque chose dont on sort seul. C'est parce qu'Aira était là pour elle que la Crossoyeuse a pu être en paix. À partir de cet arc, Dandadan ne sera plus seulement un manga décalé et absurde. L'œuvre devient un véritable récit sur ce que l'on fait de nos pertes, sur les rôles qu'on se fabrique pour survivre et de comment transformer la douleur en lien. No, I couldn't help but fall in love again.